mes parents préparaient leurs valises pour la croisière des 16 ans de ma sœur, tandis que je restais debout dans l'encadrement de la porte, confuse, me demandant pourquoi mes sacs n'étaient pas prêts. Mon père a jeté une pile de devoirs de ma sœur sur la table de la cuisine et a dit « Quelqu'un doit finir tout ça, sinon elle échouera à son semestre. Considère ça comme ta contribution à son anniversaire. » Quand j'ai demandé « Combien de temps partirez-vous ?», ma sœur a ri et a répondu « Assez longtemps pour que tu sois enfin utile, pour une fois. » Papa m'a poussé contre le mur. Ne pense même pas à quitter cette maison. Quand j'ai essayé de protester, ma sœur m'a giflé violemment. Tais-toi et fais ce qu'on te dit. Maman m'a jeté son reste de café au visage. Sale ingrate, on te nourrit, et c'est comme ça que tu nous remercies. Je n'ai pas dit un mot après ça. C'était il y a 8 jours. Quand ils sont rentrés ce matin, j'étais parti, tout comme chaque photo de moi dans la maison. Je vous écris ceci depuis la maison de ma grand-mère, dans le Vermont, assise sur une balancelle de Porsche qui surplombe plus d'un hectare d'érable, qui commence tout juste à devenir doré. L'air sent la fumée de bois et les feuilles mortes. Et pour la première fois en 17 ans, je peux respirer sans calculer l'espace que je suis autorisé à occuper. Je m'appelle Harper et, jusqu'à il y a 8 jours, j'étais la fille invisible de Gerald et Wendy Ashford, de la banlieue du Connecticut. Celle qui existait principalement pour faciliter la vie de ma jeune sœur, Brooke. Celle dont la chambre a été transformée en dressing pour Brooke il y a 2 ans, m'obligeant à dormir dans le sous-sol inachevé, sur un matelas gonflable qui fuyait. Celle qui cuisinait, nettoyait, faisait la lessive, et maintenait une moyenne scolaire de 4,2, tout en ne recevant rien d'autre que des critiques et du mépris en retour. Je veux vous raconter cette histoire, non pas pour attirer la sympathie, mais parce que j'ai passé 17 ans à croire que je méritais le traitement que je recevais. J'ai besoin de l'écrire pour ne jamais oublier à quel point j'ai failli accepter cela comme ma réalité permanente. La croisière était l'idée de Brooke, bien sûr. Tout dans notre foyer tournait autour des idées de Brooke, des désirs de Brooke, et des célébrations d'anniversaire élaborées de Brooke, qui semblaient devenir plus extravagantes chaque année. Pour ses 13 ans, nos parents avaient loué une patinoire entière. Le 14e anniversaire fut un week-end à New York avec 5 de ses amis, tous frais payés. Le 15e a entraîné une rénovation complète de sa chambre, coûtant plus cher que ce que mes économies pour l'université n'atteindraient jamais. Mais ces 16 ans étaient spéciaux. Ce Sweet 16 exigeait quelque chose d'extraordinaire, et Brooke planifiait cette croisière dans les Caraïbes depuis 18 mois. Cette nuit à bord d'un paquebot de luxe, des escales à Nassau et Cozumel, une suite avec balcon et vue sur l'océan. Nos parents avaient mis de l'argent de côté dans un compte d'épargne dédié, sautant leur propre dîner d'anniversaire et soirée en amoureux, pour financer les vacances de rêve de Brooke. Mon anniversaire, qui tombe en mars, avait été salué par un gâteau de supermarché mangé en silence, et une carte cadeau de $20 pour une librairie qui avait fermé 6 mois plus tôt. Maman a dit qu'elle avait oublié de vérifier si c'était encore ouvert. Papa a dit que je devrais être reconnaissante que quelqu'un s'en soit souvenu tout court. Le matin du 15 octobre a commencé comme n'importe quel autre. Je me suis réveillé à 5h30 pour préparer le petit déjeuner de la famille, j'ai sorti la tenue de Brooke pour l'école parce qu'elle prétendait être trop stressée par son voyage imminent pour penser à ses vêtements, et j'ai préparé les déjeuners de tout le monde sauf le mien, puisqu'il n'y avait jamais assez de nourriture désignée pour ma consommation. Le temps que je finisse mes corvées, le bus était déjà parti, alors j'ai marché les 3 kilomètres jusqu'à l'école dans le froid d'octobre, portant une veste 3 tailles trop petite parce que demander de nouveaux vêtements était apparemment un acte de guerre. Je suis rentré à la maison cet après-midi-là pour trouver le salon transformé en zone de transit. 3 grandes valises étaient ouvertes sur le sol, débordant de robes d'été, de maillots de bain et de sandales. Des housses à vêtements pendaient à chaque encadrement de porte. Des sacs de course, provenant de magasins où je n'avais jamais eu le droit d'entrer, s'alignaient dans le couloir comme des soldats attendant l'inspection. Enfin, a dit maman quand j'ai franchi la porte, ne prenant pas la peine de lever les yeux de la liste de colisage qu'elle tenait en main. Commence à charger la voiture. Nous partons pour l'aéroport dans 3 heures. J'ai posé mon sac à dos, alourdi par les devoirs et un livre de bibliothèque que je savourais depuis des semaines. Quelque chose clochait, mais je ne pouvais pas immédiatement identifier quoi. Les valises m'étaient familières, le grand ensemble bleu marine que nous avions acheté il y a 2 Noëls. Les housses à vêtements appartenaient à ma mère. Les sacs de course portaient les logos des boutiques préférées de Brooke. Où sont mes affaires, ai-je demandé, scrutant la pièce à la recherche de tout ce qui pourrait m'appartenir. Dois-je aller faire ma valise maintenant ?
Le silence qui a suivi était différent du calme dédaigneux habituel auquel je m'étais habitué. Ce silence avait du poids, des arêtes assez tranchantes pour faire couler le sang. Les mains de maman se sont figées sur le pull en cachemire qu'elle pliait. De la cuisine, j'ai entendu les pas de papa s'arrêter sur le carrelage. Brooke a émergé de sa chambre, mon ancienne chambre, avec un sourire se répandant sur son visage comme de l'huile sur de l'eau. Tes affaires, a finalement répété maman, sa voix portant le ton particulier qu'elle réservait au moment où j'avais, d'une manière ou d'une autre, échoué à comprendre ma place dans la hiérarchie familiale. Pourquoi aurais-tu des affaires pour la croisière, ai-je dit lentement, la confusion remplaçant le malaise initial. La croisière d'anniversaire de Brooke? Les vacances en famille. Papa est apparu dans l'embrasure de la porte à ce moment-là, sa large carrure bloquant la lumière de la cuisine. Gerald Ashford mesurait 1m90, un ancien linebacker universitaire qui maintenait son physique imposant grâce à 3 décennies de golf récréatif et de séances de gym le week-end. Il ne m'avait jamais frappé là où cela laisserait des marques, car les marques posent des questions, mais il avait perfectionné l'art de l'intimidation physique. La façon dont il pouvait rendre une pièce plus petite juste en y entrant. La façon dont il pouvait communiquer une menace par rien de plus que sa proximité. Des vacances en famille, a-t-il répété en écho, et les mots sont sortis plats, dénués de chaleur. Dis-moi, Harper, quand nous avons acheté ces billets de croisière il y a 8 mois, as-tu vu ton nom sur l'un d'eux? Je ne l'avais pas vu. On ne m'avait jamais montré les billets, l'itinéraire, ou tout autre document lié au voyage. Mais j'avais supposé, bêtement, naïvement, désespérément, que cet oubli serait corrigé, qu'ils avaient simplement oublié de mentionner mon inclusion parce qu'elle était si évidemment implicite. Non, ai-je admis doucement. Alors pourquoi as-tu supposé que tu venais? La question a atterri comme un coup physique, et j'ai fait un pas involontaire en arrière. Mes omoplates ont heurté la porte d'entrée, toujours fermée derrière moi, me séparant toujours du monde extérieur, des voisins qui souriaient à notre famille lors des fêtes de quartier sans savoir ce qui se passait une fois la porte fermée. Parce que je fais partie de cette famille, ai-je dit, et ma voix s'est brisée sur le dernier mot d'une manière qui a fait rire Brooke. Vraiment? Ma sœur a descendu les dernières marches avec la grâce exercée de quelqu'un qui avait pris des cours de danse pendant 8 ans. Des cours que j'avais regardés à travers la fenêtre du studio en attendant de la ramener à la maison. Je veux dire, tu vis ici. Tu manges notre nourriture. Tu utilises notre électricité. Mais ça ne fait pas de toi de la famille, Harper. Ça fait juste de toi un animal de compagnie très coûteux. Brooke. La voix de maman contenait un avertissement. Mais pas le genre destiné à me protéger. Le genre destiné à rappeler à Brooke que nous avions des voisins, que les murs n'étaient pas insonorisés. Que l'image comptait plus que la vérité. Peu importe. Brooke a levé les yeux au ciel et s'est affalée sur le canapé, prenant soin de ne froisser aucun des vêtements emballés. Dis-lui juste, pour qu'elle puisse commencer à pleurer et qu'on en finisse. Je veux finir mes valises sans l'écouter geindre. Papa a bougé alors, traversant le salon en 4 grandes enjambées. Il a saisi mon bras au-dessus du coude, ses doigts appuyant assez fort pour laisser des bleus qui fleuriraient le lendemain matin, et m'a dirigé vers la cuisine. Mes pieds ont trébuché en essayant de suivre, mon bras libre moulinant pour un équilibre qu'il ne me permettait pas de trouver. La table de la cuisine portait les restes du goûter de Brooke, une tasse de smoothie, une assiette avec des miettes de crackers artisanaux qu'il m'avait été explicitement interdit de toucher. Mais quelqu'un avait dégagé un espace au centre, et dans cet espace trônait une pile de papier épaisse de 8 cm. Ta sœur a des devoirs, a dit papa, lâchant mon bras pour faire un geste vers la pile. Des essais, des fiches de travail, un projet d'histoire à rendre le lendemain de notre retour. Des devoirs de chimie avancés qu'elle n'a pas touchés depuis 3 semaines. D'accord, ai-je dit lentement, frottant mon bras là où sa prise avait laissé des marques blanches virant au rose. Je peux l'aider à rattraper son retard avant votre départ. Le son qui a émergé de la gorge de papa n'était pas tout à fait un rire. Il a raclé l'air comme du métal sur du béton, dénué d'humour ou d'humanité. Tu ne l'aides pas à rattraper son retard. Tu le fais. Tout. Considère ça comme ta contribution à la célébration de son anniversaire. Les mots ne se sont pas assimilés immédiatement. Ils ont rebondi dans mon crâne, cherchant un endroit où atterrir, ne trouvant que de la confusion et la certitude grandissante que j'avais mal compris. Je devais avoir mal compris. Tu veux que je fasse les devoirs de Brooke? Pendant que vous êtes en croisière? Pendant que nous sommes en croisière, a corrigé maman, apparaissant dans l'embrasure de la cuisine.
Elle s'était changée pour mettre ses vêtements de voyage, un jean de créateur, un chemisier en soie, des chaussures plates adaptées à la sécurité de l'aéroport. Ses cheveux étaient fraîchement brushés, son maquillage prêt pour les photos. Quelqu'un doit finir tout ça, sinon elle échouera à son semestre. Ses professeurs ont déjà accordé des extensions basées sur notre excuse d'urgence familiale, mais les extensions ne sont pas indéfinies. Quelle urgence familiale? L'alerte santé de grand-mère Ashford, a dit maman doucement, et j'ai senti mon estomac se nouer parce que grand-mère Ashford était morte depuis 6 ans. Très tragique, très chronophage. A nécessité l'attention et le soutien constant de Brooke. L'école a été très compréhensive. Vous avez menti à son école. Nous avons fourni une explication pour ses devoirs incomplets. La voix de maman s'est aiguisée comme une pointe. Ce qui se passe ensuite dépend de toi. Soit tu termines ce travail dans les 8 prochains jours, soit ta sœur échoue dans 3 matières et perd sa place dans l'équipe de cheerleading. Ses candidatures pour l'université sont détruites. Son avenir disparaît parce que tu n'as pas daigné aider ta propre famille. J'ai fixé la pile de papier. Des équations d'algèbre couvertes de l'écriture en boucle de Brooke incorrecte d'après ce que je pouvais voir d'un coup d'œil. Un sujet de dissertation d'histoire sur la Révolution française qui restait entièrement vierge. Des formules de chimie, des rapports de laboratoire, des fiches de lecture, et tout ce que ma sœur avait ignoré pendant des semaines en planifiant sa parfaite croisière d'anniversaire. Combien de temps partirez-vous, ai-je demandé, et ma voix est sortie plus petite que je ne le voulais, enfantine et effrayée. Depuis le salon, le rire de Brooke a tranché la tension comme du verre brisé. Assez longtemps pour que tu sois enfin utile, pour une fois. Quelque chose en moi a bougé. Une petite chose, à peine perceptible. Une fissure capillaire dans les fondations sur lesquelles j'avais construit toute mon existence. Pendant 17 ans, j'avais accepté mon rôle dans cette famille, l'aide, la gouvernante, la pensée après coup. Je m'étais convaincu qu'éventuellement, d'une manière ou d'une autre, les choses changeraient. Que mes parents se réveilleraient un matin et réaliseraient qu'ils avaient 2 filles dignes d'être aimées. Que Brooke dépasserait sa cruauté en grandissant. Que j'avais juste besoin d'être patiente, d'être meilleure, d'essayer plus fort. Je ne pense pas que je devrais avoir à faire ça, ai-je dit. Et les mots m'ont surpris autant que n'importe qui. Ce n'est pas juste. Ce sont ses devoirs. Sa responsabilité. Le silence qui a suivi s'est étiré pendant 3 battements de cœur. 4. 5. Puis la main de papa a percuté ma poitrine, me poussant en arrière jusqu'à ce que ma colonne vertébrale rencontre le mur avec assez de force pour couper le souffle de mes poumons. Son avant-bras pressé contre ma clavicule, n'écrasant pas tout à fait ma trachée, mais assez près pour rendre la menace explicite. Ne pense même pas à quitter cette maison, a-t-il dit, son visage à quelques centimètres du mien, assez près pour que je puisse sentir le café dans son haleine et voir les vaisseaux sanguins éclater dans ses yeux. Tu termines chaque devoir sur cette table. Tu gardes cette maison propre. Tu ne réponds pas à la porte. Ne réponds pas au téléphone. Ne contacte personne. Si je rentre et trouve une seule chose qui n'est pas à sa place, tu regretteras d'être né. C'est déjà le cas, ai-je chuchoté, et l'honnêteté de la chose a semblé nous surprendre tous les deux. Son bras a appuyé plus fort, et pendant un instant, je n'ai plus pu respirer du tout. Des étoiles scintillaient au bord de ma vision. Puis il m'a lâché, reculant avec le dégoût écrit sur ses traits, comme si je l'avais déçu en échouant à suffoquer silencieusement. Gérald. La voix de maman depuis l'embrasure. Toujours calme, toujours contrôlé. Nous devons finir les valises. Le Uber sera là dans 40 minutes. Papa a redressé sa chemise, lissé ses cheveux, réassemblé le masque de normalité qu'il portait pour le monde extérieur. Il m'a lancé un dernier regard, le genre qui me rappelait que je n'existais que parce qu'il le permettait, et s'est éloigné. J'ai glissé le long du mur jusqu'à m'asseoir sur le sol de la cuisine, les jambes pliées sous moi, les poumons douloureux à chaque respiration. Le carrelage était froid sous mes paumes, m'ancrant dans une réalité que je voulais désespérément fuir. Du café coulait de mes cheveux sur mes épaules, chaque gouttelette étant une petite humiliation rejoignant le vaste océan de honte dans lequel je me noyais depuis des années. À travers l'embrasure de la porte, je pouvais voir ma famille se déplacer dans le salon avec une efficacité rodée. Maman ajustait ses boucles d'oreilles dans le miroir du couloir, penchant la tête pour attraper la lumière, s'admirant avec l'autosatisfaction de quelqu'un qui croyait mériter chaque bonne chose que la vie offrait. Papa vérifiait son portefeuille, comptant les billets,
marmonnant à propos des taux de change et des minimums du casino à bord. Brooke s'était déjà changé dans sa tenue de voyage, un ensemble coordonné qu'elle m'avait montré il y a 3 semaines, exigeant que je défroisse les plis à la vapeur pendant qu'elle regardait des vidéos sur son téléphone. Les valises furent fermées, les bagages à main organisés, les objets de dernière minute récupérés dans divers coins de la maison. Brooke est apparue dans l'entrée de la cuisine, rétro-éclairée par les lampes du salon, sa silhouette parfaite et polie, et tout ce que je n'avais jamais eu le droit de devenir. Elle a traversé le sol carrelé en 3 pas rapides et s'est arrêtée devant moi, me regardant de haut avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. Une dernière chose, a-t-elle dit doucement, et puis sa paume a percuté ma joue, assez fort pour faire claquer ma tête sur le côté. Le bruit a résonné sur les murs de la cuisine. Tais-toi et fais ce qu'on te dit. Elle s'est éloignée en fredonnant une chanson pop que je ne reconnaissais pas, me laissant sur le carrelage froid avec mon visage lancinant, ma poitrine douloureuse, et quelque chose de fondamental qui bougeait en moi comme des plaques tectoniques trouvant de nouvelles positions. Maman est apparue en dernier, tasse de voyage à la main, téléphone déjà pressé contre son oreille alors qu'elle confirmait l'arrivée du Uber. Elle a à peine jeté un coup d'œil dans ma direction alors qu'elle traversait la cuisine vers le garage, mais elle s'est arrêtée assez longtemps pour verser le contenu restant de sa tasse de café sur ma tête. Le liquide avait refroidi mais coulait toujours sur mon visage, mon cou, imbibant le col de ma veste trop petite. Des ruisseaux bruns creusaient des chemins à travers les larmes que je n'avais pas réalisé être en train de pleurer. Sale ingrate, a-t-elle dit, les mots livrés avec la cruauté désinvolte de quelqu'un discutant de la météo. On te nourrit, et c'est comme ça que tu nous remercies. Puis elle est partie. La porte du garage s'est ouverte, les portières de la voiture ont claqué, le moteur a démarré, ronronné, et s'est estompé dans la distance d'une parfaite soirée d'automne. Je suis resté assise sur le sol de la cuisine pendant un long moment après leur départ. Le café séchait dans mes cheveux, raidissant les mèches en pointes inconfortables. Mes joues enflaient là où Brooke m'avait frappé. Des bleus commençaient à se former sur mon bras à cause de la poigne de papa et sur mon dos à cause de l'impact contre le mur. La pile de devoirs trônait sur la table au-dessus de moi, patiente et exigeante, représentative de tout ce que ma vie était devenue. J'aurais dû commencer à travailler. J'aurais dû essuyer le café de mon visage, changer mes vêtements, et entamer le processus pour terminer 3 semaines de devoirs de quelqu'un d'autre. J'aurais dû accepter mon rôle et l'exécuter avec la conformité silencieuse qui m'avait gardé en vie jusqu'ici. Au lieu de cela, j'ai fouillé dans la poche de mon jean et j'ai sorti mon téléphone. Pas le téléphone que mes parents connaissaient, l'ancien téléphone à clapet qu'ils surveillaient, contrôlaient et utilisaient pour suivre ma localisation. L'autre téléphone. Le smartphone que j'avais acheté il y a 8 mois avec de l'argent de babysitting que j'avais caché de leur examen minutieux, gardé secret sous une latte de parquet desserrée dans le sous-sol qui me servait de chambre. Je l'avais acheté en prévision d'un moment exactement comme celui-ci. Pas consciemment, peut-être pas avec un plan précis en tête, mais une partie de moi avait su, même alors, qu'éventuellement j'aurais besoin d'une bouée de sauvetage qu'il ne pourrait pas couper. Ma grand-mère a répondu à la 2e sonnerie. Harper. La voix de Ruth Donovan portait la chaleur qui avait été absente de mon enfance aussi loin que je m'en souvienne. Elle était la mère de ma mère, bien qu'on ne l'aurait jamais deviné à la façon dont Wendy la traitait. Après la mort de mon grand-père il y a 5 ans, maman avait coupé le contact presque entièrement, prétendant que le chagrin de Ruth la rendait trop difficile à fréquenter. J'avais maintenu une relation secrète grâce aux ordinateurs de la bibliothèque et au téléphone que j'avais finalement économisé pour acheter. Grand-mère. Ma voix s'est brisée sur ce mot, éclatant en fragments que je ne pouvais pas rassembler. J'ai besoin d'aide. Les 8 jours suivants sont passés dans un flou de mouvement, de préparation, et dans le processus graduel et terrifiant de démantèlement de toute mon existence. Cette première nuit seule dans la maison semblait surréelle. J'errais de pièce en pièce comme un fantôme, touchant des objets que je n'avais jamais eu la permission de manipuler, le vase en cristal sur le manteau de la cheminée, les albums photos reliés en cuir dans le salon, les savons fantaisie dans la salle de bain principale que maman gardait pour les invités, bien que nous n'en ayons jamais eu. Le réfrigérateur contenait de la nourriture qu'il m'était interdit de manger, des fromages importés, des bails bio, le bon yaourt qui venait dans des pots en verre. J'ai mangé une barquette de framboises debout au comptoir, et chaque baie avait le goût de la rébellion. Le silence était la partie la plus étrange. Pas d'exigence résonnant dans les couloirs. Pas de critique attendant à chaque coin. Pas de pas au-dessus de ma tête signalant que je devais avoir l'air occupé, productive, invisible. Juste le bourdonnement du réfrigérateur,
le craquement occasionnel de la maison qui travaillait, et le battement sauvage de mon propre cœur alors que je contemplais ce qui allait suivre. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au lieu de cela, je suis resté assise à la table de la cuisine à fixer les devoirs de Brooke, feuilletant des travaux que je n'avais aucune intention de terminer. Son écriture couvrait les marges de diverses fiches, des gribouillages de cœur, les initiales de garçons qu'elle aimait, des dessins grossiers de professeurs qu'elle n'aimait pas. Sur une feuille de chimie, elle avait écrit « Harper fera ça à l'encre violette », si confiante en ma soumission qu'elle n'avait même pas pris la peine de tenter un seul problème. L'arrogance de la chose me frappait différemment maintenant. Elle avait été si certaine que j'obéirais. Ils l'étaient tous. Grand-mère Ruth est arrivée dans le Connecticut le lendemain matin de mon appel, ayant conduit toute la nuit depuis le Vermont avec rien d'autre qu'un thermos de café et une détermination qui me rappelait qui ma mère avait été avant de choisir de devenir quelqu'un d'autre entièrement. Elle a jeté un coup d'œil au bleu sur mon bras, à l'enflure sur mon visage, à la tache de café encore visible sur ma veste, et quelque chose dans son expression s'est durci comme du granit. Emballe ce qui compte, m'a-t-elle dit. Laisse ce qui ne compte pas, mais ils ont dit que je ne pouvais pas quitter la maison. Tes parents, a dit Ruth, et elle a prononcé le mot comme une malédiction, ont perdu le droit de dicter tes choix au moment où ils ont levé la main sur toi. Nous allons d'abord au poste de police, ensuite nous rentrons à la maison. La maison ? Le mot semblait étranger dans ma bouche, un concept sur lequel j'avais lu dans des livres mais que je n'avais jamais expérimenté directement. Le poste de police a pris 3 heures. Une policière nommée inspectrice Patricia Morrison a documenté mes blessures avec des photographies, dans une efficacité silencieuse. Son expression était soigneusement neutre, d'une manière qui me disait qu'elle avait déjà vu des cas comme le mien. J'ai fourni une déposition qui remontait à des années chaque bousculade, chaque gifle, chaque moment de cruauté dont je pouvais me souvenir ce qui s'est avéré être plus que ce que je pensais porter. L'inspectrice Morrison a expliqué que porter plainte serait mon choix, mais que la documentation existerait quoi qu'il arrive. Une trace écrite, comme elle l'appelait. La preuve que mon histoire était vraie, si quelqu'un devait jamais la remettre en question. Et pour les devoirs, ai-je demandé, et la question semblait absurde, même au moment où je la formulais. Ils seront furieux si ce n'est pas fait quand ils rentreront. L'inspectrice a échangé un regard avec ma grand-mère qui communiquait quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait interpréter. Puis elle s'est penchée en avant sur sa chaise, sa voix s'adoucissant pour approcher la gentillesse. Harper, tu n'es pas responsable de faire les devoirs de ta sœur. Ce que tes parents t'ont demandé de faire, t'ont menacé de faire. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas correct. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Je ne comprenais pas. Pas vraiment. Mais j'ai hoché la tête quand même parce que je voulais que ce soit vrai. Du poste de police, nous sommes allés à mon école. Grand-mère Ruth a rencontré le proviseur, la conseillère d'orientation et 3 de mes professeurs dans une session marathon qui a duré jusqu'à presque 17 heures. J'étais assise dans le couloir à l'extérieur de la salle de conférence, attrapant des fragments de conversation à travers la porte fermée, transfert de garde. Tutelle éducative d'urgence. Ces notes sont exemplaires. Aucun problème de comportement. Je n'avais aucune idée que la situation familiale était. Quand la porte s'est finalement ouverte, ma grand-mère a émergé avec un dossier de papier et une expression de fureur à peine contenue. Derrière elle, la conseillère d'orientation avait l'air secouée. Le proviseur ne voulait pas croiser mon regard. Tes relevés de notes seront transmis à ta nouvelle école dans le Vermont, m'a dit Ruth alors que nous marchions vers sa voiture. Tu commenceras là-bas le mois prochain une fois que les choses se seront tassées. Pour l'instant, tu te concentres sur ta guérison. Et mes affaires? Mes vêtements, mes livres? On trouvera une solution. Ce quelque chose s'est avéré être l'avocate de grand-mère Ruth, une femme nommée Caroline Foster, qui se spécialisait en droit de la famille et parlait en phrases nettes et efficaces qui ne laissaient aucune place à l'argumentation. En moins de 48 heures, Caroline avait déposé une demande de tutelle d'urgence, citant des abus documentés et un abandon parental. Elle avait également organisé une assistance civile, une escorte policière pour nous accompagner à la maison Ashford afin que je puisse récupérer mes affaires. Je n'avais pas grand-chose. Le sous-sol qui me servait de chambre contenait un matelas gonflable qui fuyait, un bac de rangement en plastique avec des vêtements qui ne m'allaient pas correctement, et un carton de livres que j'avais collectés dans des ventes de bibliothèques et des friperies au fil des ans. Le visage de ma grand-mère est passé par l'horreur, la rage et le chagrin alors qu'elle inspectait l'espace où sa petite fille avait été forcée de dormir. Ce n'est pas une chambre, a-t-elle dit doucement. C'est une cellule de prison.
Nous avons tout chargé dans sa voiture en moins de 20 minutes. Alors que je portais le dernier carton à travers le salon, je me suis arrêté devant le mur des photos de famille. 17 ans de souvenirs étaient accrochés là, encadrés dans un argent assorti. Les premiers pas de Brooke, son premier jour d'école, sa première compétition de cheerleading. Les célébrations d'anniversaire de mariage de maman et papa. Les vacances en famille à Disney World, au Grand Canyon et dans une maison de plage en Californie. Je n'avais pas été invité à venir. Dans le coin, presque caché derrière un cadre plus grand, était accrochée une unique photographie de moi. Une photo de l'hôpital à ma naissance, décolorée et légèrement de travers, positionnée comme une pensée après coup. Je l'ai décrochée. Puis j'ai décroché chaque autre photo qui incluait mon visage, même marginalement un total de 4 images sur les centaines qui tapissaient le mur. Je les ai empilées soigneusement, placées dans mon carton de livres, et je suis sorti de la maison qui n'avait jamais été mon foyer. Les 8 jours sont passés rapidement après cela. La maison de grand-mère Ruth dans le Vermont était tout ce que la résidence Ashford n'était pas, chaude, accueillante, remplie de meubles confortables et de l'odeur de pâtisserie, avec une chambre qui était réellement la mienne. Un vrai lit avec des draps qui sentaient la lavande. Des fenêtres qui donnaient sur des montagnes au lieu de la clôture du voisin. Une grand-mère qui me demandait ce que je voulais pour le dîner au lieu de m'informer de ce que je cuisinerais pour tout le monde. J'ai dormi 14 heures la première nuit, mon corps s'effondrant dans un épuisement que je n'avais pas reconnu porter. Quand je me suis réveillé, Ruth était assise dans un fauteuil près de mon lit, lisant un roman et buvant du thé, sa présence étant un réconfort dont je n'avais pas réalisé avoir besoin. « Tu es en sécurité maintenant », m'a-t-elle dit, et je l'ai cru. Le matin du 8e jour, mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Il s'est avéré que c'était l'ami de Brooke, Kayla, qui avait d'une manière ou d'une autre obtenu mon numéro et voulait m'informer que le vol de ma famille avait atterri à Hartford 1 heure en avance sur l'horaire. Ils étaient rentrés. Je n'ai pas répondu au message, mais je me suis retrouvé à vérifier mon téléphone de manière obsessionnelle pendant les heures suivantes, attendant l'explosion que je savais inévitable. Elle est arrivée à 16h47 précise, quand le numéro de ma mère a illuminé mon écran. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Puis j'ai écouté le message 3 fois de suite, chaque répétition renforçant la certitude que j'avais fait le bon choix. Harper Ashford, espèce de déchet ingrat et inutile. Réponds à ce téléphone tout de suite. Tout de suite. Où es-tu? Que as-tu fait? La maison est. Il y a des papiers sur la table venant d'une avocate et les photos. Tes photos ont disparu du mur. Que se passe-t-il? Ton père appelle la police. Tu seras arrêté pour effraction, pour vol, pour... Le message s'est coupé là, limité par le temps d'enregistrement maximum de la messagerie. Un deuxième message a suivi immédiatement. Je ne sais pas à quel jeu tu penses jouer, mais ça s'arrête maintenant. Tu rentres à cette maison immédiatement. Les devoirs de Brooke ne sont pas faits. Ses professeurs attendent ses devoirs demain matin. As-tu la moindre idée de l'image que ça nous donne? As-tu la moindre idée? J'ai supprimé les 2 messages et tendu mon téléphone à grand-mère Ruth, qui écoutait avec une expression qui aurait pu faire cailler du lait. Ils ne peuvent pas te toucher, m'a-t-elle rappelé. Caroline a déposé les papiers de tutelle. La police a ta déposition. Tu es mineur, et j'ai la garde légale en attendant l'audience au tribunal. Ils essaieront quand même, laisse-les essayer. Elle, essaie, est venue plus vite que nous ne l'avions anticipé l'une ou l'autre. À 18h23, une voiture s'est garée dans l'allée de grand-mère Ruth, une voiture de location que j'ai reconnue grâce à l'autocollant sur le pare-choc. Mes parents ont émergé en premier, le visage de papa violet d'une rage à peine contenue. L'expression de maman était figée dans cette marque particulière de fureur glaciale qu'elle avait perfectionnée au fil des années de pratique. Brooke suivait lentement, son attention concentrée sur son téléphone, apparemment ennuyée par toute cette production. « Appelle le shérif », m'a dit calmement grand-mère Ruth. « Puis va dans ta chambre et ferme la porte à clé. Ne sors pas avant que je te dise que c'est sûr. Maintenant, Harper. » J'ai passé l'appel depuis ma chambre, regardant par la fenêtre ma grand-mère rencontrer mes parents à la limite de sa propriété. Je ne pouvais pas entendre les mots échangés, mais je pouvais voir le langage corporel, la colonne vertébrale de Ruth droite et inflexible, la posture agressive de papa, les mains gesticulantes de maman. À un moment donné, papa a fait un pas en avant, et Ruth a levé son téléphone, affichant ce que j'ai appris plus tard être le numéro du 911, déjà composé et prêt à appeler.
Le shérif adjoint est arrivé en 12 minutes. À ce moment-là, la confrontation avait escaladé jusqu'à des voix élevées que je pouvais entendre même à travers la fenêtre fermée. L'adjoint Warren Mitchell s'est approché du groupe avec la lassitude particulière de quelqu'un qui avait déjà géré des disputes domestiques, sa main reposant nonchalamment sur sa ceinture dans une position qui communiquait la préparation sans menace explicite. « Madame », l'ai-je entendu dire à ma mère, sa voix portant dans l'air d'automne. « Je vais devoir vous demander de reculer. Vous êtes sur une propriété privée sans permission. C'est ma fille là-dedans. » La voix de maman était montée jusqu'au hurlement, toute prétention de calme abandonnée. « Elle nous a volés. Elle s'est enfuie. Elle. Votre fille a 17 ans, et elle est légalement sous la garde de sa grand-mère en attendant une audience au tribunal. » La voix de l'adjoint est restée égale, professionnelle. « Vous avez reçu la notification de la demande de tutelle. Tout contact ultérieur doit passer par les voies légales. » C'est ridicule. Papa s'est avancé de nouveau, et cette fois la main de l'adjoint a bougé pour reposer plus explicitement sur sa ceinture. « C'est notre enfant. Vous ne pouvez pas juste. Monsieur, je vais devoir vous demander de retourner à votre véhicule. Si vous souhaitez contester la tutelle, vous pouvez le faire via le système du tribunal de la famille. Mais si vous ne quittez pas cette propriété dans les 30 prochaines secondes, je vous arrêterai pour intrusion et harcèlement. » Le face-à-face a duré encore 20 secondes. Les poings de papa se serraient sur ses côtés. Le visage de maman s'est tordu à travers plusieurs expressions que je ne pouvais pas nommer. Brooke avait enfin levé les yeux de son téléphone, regardant la scène se dérouler avec quelque chose approchant l'intérêt. Puis, lentement, mes parents ont battu en retraite vers leur voiture de location. La voix de maman a porté une dernière fois avant qu'ils ne partent. « Ce n'est pas fini, Harper. Tu m'entends? Ce n'est pas fini. » Mais ça l'était. Ou du moins, la partie où il contrôlait ma vie était définitivement terminée. L'audience au tribunal a eu lieu 3 semaines plus tard. Caroline Foster avait préparé un dossier si complet que la juge a à peine eu besoin de délibérer. Mes dossiers médicaux, les photos de la police montrant mes blessures, des déclarations de professeurs qui avaient remarqué des signes qu'ils regrettaient maintenant de ne pas avoir investigués plus tôt. La preuve de la chambre au sous-sol, le témoignage sur la croisière et les devoirs, et les années de négligence déguisée en discipline. Une de mes anciennes professeurs, Madame Woodfield, ma prof d'anglais de seconde, avait soumis une déclaration écrite que Caroline a lue à haute voix au tribunal. Elle décrivait comment j'étais venu à l'école en janvier portant le même pull pendant 2 semaines d'affilée. Comment j'avais tressailli quand elle avait levé la main pour écrire au tableau. Comment j'avais une fois demandé la permission de manger une barre de céréales pendant le cours parce que je n'avais pas pris de petit déjeuner. Elle a écrit qu'elle avait envisagé d'appeler les services sociaux mais s'était convaincue qu'elle réagissait de manière excessive. Que sûrement, une famille vivant dans une si belle maison ne pouvait pas cacher un tel dysfonctionnement. La culpabilité dans ses mots était palpable, et je me suis retrouvé à vouloir la réconforter, même si son témoignage renforçait mon dossier. La preuve la plus accablante venait du sous-sol lui-même. Caroline avait engagé un photographe professionnel pour documenter l'espace où j'avais dormi pendant 2 ans. Les images montraient le sol en béton fissuré, les taches d'humidité grimpant au mur, l'unique prise électrique que j'avais utilisée pour charger mon téléphone et alimenter une petite lampe. Une photographie a capturé le rideau de fortune que j'avais accroché autour de mon matelas gonflable, un drap que j'avais sauvé de la poubelle quand maman avait décidé qu'il était trop usé pour la chambre d'amis. Dans le coin d'une autre image, on pouvait voir le seau que je gardais pour les nuits où monter à l'étage pour utiliser la salle de bain semblait trop risqué. L'avocat de mes parents s'est opposé aux photographies, les qualifiant de préjudiciables. La juge l'a débouté avec un mépris à peine dissimulé. Mes parents avaient engagé un avocat qui tentait de me peindre comme une adolescente à problème, sujette à l'exagération et à la manipulation. La stratégie s'est effondrée quand Caroline a présenté les dossiers scolaires montrant une assiduité parfaite, des notes exemplaires et aucun incident disciplinaire. Elle s'est effondrée davantage quand la juge a demandé à voir les photos de ma chambre et a vu le sol en béton, les tuyaux exposés, l'unique ampoule nue qui servait de seule source de lumière. Monsieur et Madame Ashford, a dit la juge, sa voix portant la froideur particulière de quelqu'un qui en avait trop vu et avait été trop peu surpris. En 15 ans sur le banc du tribunal de la famille, j'ai été témoin d'échecs parentaux significatifs. Mais la négligence systématique et les abus émotionnels documentés dans cette affaire représentent un manquement particulièrement flagrant à la responsabilité parentale. La tutelle est accordée à Madame Ruth Donovan avec effet immédiat. De plus,
je renvoie cette affaire au service de protection de l'enfance pour une enquête sur le traitement de votre autre enfant. La dernière partie a pris tout le monde au dépourvu, mes parents, leur avocat, peut-être même Caroline. Brooke, qui s'était affalée sur sa chaise avec une expression d'ennui terminal, s'est soudainement redressée. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» a-t-elle exigé. « Ce n'est pas moi qui me suis enfui. Ce n'est pas moi qui cause des problèmes. Pourquoi suis-je sous enquête ?» Le regard de la juge s'est posé sur ma sœur avec quelque chose approchant la pitié. « Mademoiselle Ashford, l'enquête ne porte pas sur vous spécifiquement. Il s'agit de s'assurer que l'environnement dans votre foyer est approprié pour tout enfant mineur. Étant donné ce que nous avons appris aujourd'hui, cette évaluation semble justifiée. Les conséquences se sont déroulées par étapes. Les services sociaux ont visité la maison Ashford et ont trouvé des conditions qui, bien que n'étant pas aussi dramatiquement problématiques que mon arrangement au sous-sol, soulevaient assez d'inquiétude pour imposer des cours de parentalité et des contrôles réguliers. Les professeurs de Brooke ont reçu des notifications concernant l'excuse fabriquée d'urgence familiale, ce qui a entraîné des conséquences académiques incluant l'échec à 3 devoirs et la perte de sa place de capitaine des cheerleaders. Mes parents ont tenté de contester la tutelle 2 fois de plus au cours des mois suivants, chaque effort échouant plus décisivement que le précédent. Finalement, leur avocat leur a conseillé d'arrêter, citant les frais juridiques croissants et la réponse judiciaire de plus en plus hostile à leur pétition. Je suis resté dans le Vermont avec grand-mère Ruth. J'ai commencé une nouvelle école où personne ne connaissait mon histoire, où je pouvais être juste une autre élève au lieu du secret honteux de la famille Ashford. Je me suis fait des amis, de vrais amis, le genre qui m'invitait à des soirées pyjama, me demandait mon avis et me traitait comme une personne au lieu d'un inconvénient. J'ai découvert que j'aimais la photographie, que j'étais doué pour le débat, que j'avais une voix qui valait la peine d'être utilisée et des pensées valant la peine d'être partagées. Mon 18e anniversaire est arrivé un mardi de mars, 5 mois après la croisière dont j'avais été exclu, les devoirs qu'on m'avait ordonné de faire, le moment où mon père m'avait poussé contre un mur, où ma sœur m'avait frappé au visage, et où ma mère m'avait versé du café sur la tête. Grand-mère Ruth a fait un gâteau maison chocolat avec fourrage framboise, mon nouveau favori. Elle a invité mes amis, accroché des serpentins, acheté des cadeaux emballés dans du papier qui scintillait dans la lumière de l'après-midi. Elle a chanté joyeux anniversaire d'une voix qui s'est brisée d'émotion sur les notes finales. Après le départ de mes amis, nous nous sommes assis sur la balancelle du porche surplombant ces hectares d'érable, maintenant saupoudrés des dernières plaques tenaces de neige hivernale. De la vapeur montait de nos tasses de chocolat chaud. Les étoiles émergeaient dans le ciel s'assombrissant, plus visibles ici qu'elles ne l'avaient jamais été dans la lueur de la banlieue du Connecticut. J'ai passé 17 ans à penser que je ne valais rien, ai-je dit doucement. 17 ans à croire que je méritais la façon dont ils me traitaient. Que si j'essayais juste plus fort, si j'aimais plus, si je demandais moins, ils finiraient par m'aimer en retour. La main de Ruth a trouvé la mienne dans l'obscurité, sa prise forte et sûre. Et maintenant ? Maintenant, je sais que le problème n'a jamais été moi. Le déficit a toujours été chez eux. Leur capacité à la cruauté, leur incapacité à me voir comme une personne au lieu d'un fardeau. J'ai gaspillé tant d'années à essayer de gagner quelque chose qu'ils n'ont jamais été capables de donner. Pas gaspillé, a dit ma grand-mère fermement. Survécu. Tu as survécu, Harper. Contre des circonstances qui auraient brisé beaucoup d'adultes, tu as maintenu ta gentillesse, ton intelligence, ton espoir. Ce n'est pas rien. C'est tout. Nous sommes restés assises dans un silence confortable après cela, regardant les étoiles se multiplier au-dessus de nous. Quelque part dans le Connecticut, mes parents géraient les conséquences de leur choix, les frais juridiques, l'embarras social, la surveillance des services sociaux qui continuerait jusqu'aux 18 ans de Brooke. Quelque part, ma sœur apprenait que les actions ont des répercussions, que la cruauté n'est pas sans conséquences, que le monde ne se réorganise pas pour s'adapter à ses préférences. Je ne me sentais pas vengé, exactement. L'émotion était plus subtile que cela, plus calme, un apaisement, comme la poussière après une tempête. La reconnaissance que la justice ne s'annonce pas toujours avec trompette et fanfare. Parfois, elle ressemble simplement à une fille buvant du chocolat chaud sur le porche de sa grand-mère, comprenant enfin qu'elle mérite d'occuper de l'espace dans le monde. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre transférée de mon ancienne adresse. L'écriture sur l'enveloppe était celle de Brooke, avec ses boucles dramatiques, la même écriture que j'avais passé des années à imiter sur des devoirs qui n'étaient pas les miens. Je l'ai ouverte contre mon meilleur jugement. Harper, tout est de ta faute. Maman et papa se disputent constamment maintenant.
Il y a une assistante sociale qui vient chaque mois et me pose des questions bizarres sur mes sentiments. J'ai dû arrêter le cheerleading après avoir perdu ma position de capitaine. Et maintenant personne ne veut être ami avec une fille dont la sœur a causé un énorme scandale. Tout le monde à l'école chuchote sur moi. Ma vie est fichue, et c'est parce que tu n'as pas pu juste faire ce qu'on te disait pendant une semaine. J'espère que tu es contente. Brooke. J'ai lu la lettre 3 fois. Puis je l'ai pliée soigneusement, placée dans le carton où je gardais la documentation de mon ancienne vie, et je suis parti marcher à travers les bois d'érable derrière la maison de ma grand-mère. Étais-je heureuse? La question semblait trop simple pour la complexité des émotions que j'avais naviguées au cours des derniers mois. J'étais en train de guérir, de grandir, de découvrir qui je pouvais être sans le poids du dysfonctionnement de ma famille pressant sur mes épaules, trouvant de la joie dans de petits moments, une photo bien composée, un débat gagné, une soirée tranquille à lire des livres que personne ne pouvait m'interdire de posséder. Heureuse semblait hors de propos. J'étais en train de devenir moi-même, et pour l'instant, c'était plus que suffisant. Les érables s'étiraient vers le ciel au-dessus de moi, leurs branches commençant à montrer les premiers signes de bourgeons printaniers. Dans quelques semaines, ils exploseraient en vert. Nouvelle croissance, nouvelle vie, le cycle sans fin de mort et de renouveau qui gouvernait le monde naturel. J'avais survécu à mon propre hiver, et maintenant quelque chose de nouveau émergeait des décombres de ce qui avait précédé. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un texto de mon amie Lily demandant si je voulais étudier ensemble pour notre examen d'histoire. Un deuxième texto d'une autre amie me rappelant la réunion du club de photographie jeudi. Un troisième de grand-mère Ruth, demandant ce que je voulais pour le dîner et ajoutant 3 émojis cœur qui m'ont fait sourire malgré tout. J'ai tapé des réponses à chaque message, puis je suis resté un autre moment parmi les arbres, respirant l'air qui sentait la neige fondante et la possibilité. Quelque part derrière moi, la maison qui était devenue mon foyer m'attendait avec sa chaleur, son accueil et son acceptation inconditionnelle. Je me suis tourné vers elle, laissant les accusations de la lettre se dissoudre dans ma mémoire comme la neige de printemps sur le sol chaud. La souffrance de Brooke n'était pas ma responsabilité, tout comme terminer ses devoirs n'avait jamais été mon obligation. Les conséquences de mes parents n'étaient pas mon fardeau à porter. J'avais passé 17 ans à épauler une culpabilité qui ne m'appartenait pas. Maintenant, j'apprenais à la déposer. La lumière du porche brillait, dorée, dans le crépuscule grandissant, me guidant vers la maison. J'ai monté les marches, ouvert la porte, et suis entré dans la chaleur et la lumière, et dans la vie que je construisais enfin pour moi-même. Derrière moi, le soleil a glissé sous l'horizon, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose, et de ce violet particulier qui n'existe que dans les moments entre le jour et la nuit. Un nouveau chapitre commençait alors qu'un ancien se fermait enfin. Je n'ai pas regardé en arrière.